Nous allons commencer, je crois c'est la dernière table ronde de ce FIG 2023, qui est très fréquenté, et c'est, je crois, d'ores et déjà, on peut dire, il se poursuit cet après-midi, mais on peut dire que c'est un grand succès. Alors, nous allons évoquer de manière très concrète la réalité de ce qui est et de ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique et le réchauffement. Nous allons le faire avec le sens des réalités. Tous les quatre, nous avons avant tout pour objet de dire ce que nous pensons être la réalité. La réalité est assez dure, donc on va essayer de vous présenter les choses objectivement sans pessimisme, mais également sans optimisme béat par rapport aux déclarations qui caractérisent cette question en France, en Europe et dans le monde. Les objectifs toujours plus importants de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont annoncés. Tous les gouvernements européens, par exemple, se fixent sur 2030 avec des objectifs chiffrés très, très rigoureux, 2050, la fin du siècle, etc. Pareil dans d'autres pays. La réalité est plus difficile parce que ça engage d'énormes efforts d'investissement, de modification de la société, de l'économie, etc. Et alors, on va parfois vous paraître pessimiste, parfois vous paraître un peu angélique. On va essayer d'éviter les deux écueils. C'est pas tout à fait facile. Alors, on va le faire avec Béatrice Gibelin, qui est ici, qui est géographe, qui est fondatrice de l'Institut français de géopolitique et qui est cofondatrice avec un des premiers directeurs scientifiques du FIG, c'était en 1990, Yves Lacoste, de la revue Hérodote. Alors je pense qu'on va la voir. Voilà, c'est le dernier numéro, l'Indo-Pacifique. Voilà. La revue Hérodote, et elle cherche, Béatrice, qui est une des premières participantes en tant que géographe au FIG aussi, hein, c'est le FIG historique. Elle a fait des études sur le Nord-Pas-de-Calais, donc une région assez sensible à la nôtre, semblable à la nôtre sur le plan du textile habillement, des difficultés industrielles, d'une population très industrieuse et très pauvre. Et peu qualifié, oui. Alors, Béatrice Gibelin, Michel Derdevet, qui a été chef d'entreprise dans une grande entreprise de réseau d'électricité. On peut lui faire de la pub, oui. Il s'appelle Enedis, que chacun connaît. Hein, c'est la première entreprise de réseau électrique d'Europe. Il est également président de Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe à Paris, qui est un think tank destiné à promouvoir, avec beaucoup de créativité, les conceptions européennes qu'il faudrait, selon cette association, développer. Et puis Anne-Laure Delatte, chercheuse au CNRS, qui enseigne également à Paris-Dauphine, à l'université de Dauphine, et qui est directrice adjointe de CPI. Vous avez été, non ? Vous avez été, voilà, directrice adjointe du CPI. Spécialiste de l'économie, et en particulier de l'économie financière et de l'économie bancaire, qui va beaucoup nous préoccuper ce matin dans notre parcours. Alors, je vais commencer par quelques mots d'introduction qui sont tournés vers l'actualité. Les urgences, nous les avons tous et toutes vécues ici, en France, en Europe et dans le monde, par la situation d'urgence sanitaire, qui a été pendant 18 mois, 2 ans, notre préoccupation et notre vie, hélas, souvent marquée de grands malheurs. Nous vivons également une urgence avec la guerre aux portes de l'Europe. La guerre d'Ukraine nous concerne dans nos libertés, dans l'existence même de l'Union européenne et des différentes nations qui la composent. C'est l'urgence stratégique. Je regrette d'ailleurs que le FIG n'ait pas fait quelque chose aujourd'hui, cette année, pour une troisième urgence qui est essentielle aussi, c'est l'urgence alimentaire, qui curieusement n'est pas traitée
ou très peu traitées, quand on sait que 1 milliard d'habitants dans le monde, sur les 7 milliards et demi, souffrent de malnutrition ou de dénutrition. Il y a urgence à s'occuper de cette question et à réformer le système agricole mondial, qui par ailleurs est atteint par la guerre en Ukraine. Comme vous le savez, l'Afrique dépend beaucoup, par exemple, pour son blé et pour le pain, des livraisons de l'Ukraine et de la Russie qui sont entravées dangereusement par la situation de guerre et par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On connaît aussi la situation tragique d'urgence des réfugiés, de la misère et de l'oppression dans leur pays, qui arrivent en Méditerranée et qui veulent trouver un lieu d'accueil bien naturel pour ces souffrances épouvantables qui leur sont infligées. L'urgence humanitaire. La situation des femmes afghanes et iraniennes doit être évoquée aussi, et dans d'autres pays, comme une urgence, je dirais, de civilisation sur ces questions d'égalité et de possibilités, on le voit hélas en Afghanistan, d'éducation et de vie normale pour les femmes. Et donc, comme dans l'ensemble des institutions internationales, on prévoit que si on ne réagit pas à toutes ces urgences et à une autre dont je vais parler dans un instant, dans 30 ans, nous aurons une situation très difficile, voire invivable sur la planète. Donc aujourd'hui, ces urgences sont concrètes, elles posent des questions fondamentales et on n'est pas sûr de faire moins de 1 degré, même pas moins de 2 degrés ou 2 degrés et demi dans 30 ans. Et 2 degrés et demi, c'est invivable tel que nous connaissons les choses aujourd'hui. D'ailleurs, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dit « Nous ouvrons les portes de l'enfer quand nous observons certaines régions du monde face au changement, face à toutes ces urgences et face à l'urgence climatique. » Alors, pays riches ou pays pauvres, nous marchons tous sur un monstre qui est l'économie mondiale, régie par une combinaison, une sorte de mélange entre les États d'une part, les marchés d'autre part, marchés financiers en particulier, États et marchés qui s'entendent ou qui s'opposent suivant la situation, mais qui constituent une sorte de système global de gouvernance mondialisée, mêlée entre les États, les entreprises, les banques, les institutions financières, les fonds financiers, qui permettent d'affirmer sans se tromper que le capitalisme financier, le mot doit être pris dans un sens analytique, le mot capitaliste et non pas politique, le capitalisme financier est en fait le régisseur de l'ensemble de nos vies quotidiennes. Alors je voudrais faire 5 remarques, ce cadre prégnant étant fixé, 5 remarques introductives. Premièrement, ces urgences sont imbriquées les unes dans les autres. Sanitaires, alimentaires, stratégiques, la guerre, humanitaires. Ces urgences de civilisation ne sont pas détachables les unes des autres. Deuxièmement, ces urgences expriment des choix collectifs. Lorsqu'on les prend en compte, on doit choisir, alors cette fois-ci politiquement avec un P majuscule, comment résoudre ces questions. Ces questions doivent être résolues. C'est l'honneur de l'humanité, c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'humanisme dont nous sommes porteurs, les choix collectifs affirmés comme des priorités. Et là, il faut dire tout de suite qu'on ne manque pas de publicité, d'affirmation et de communication quand il s'agit de parler des urgences. Dieu sait que quand vous ouvrez votre poste de télévision, vous trouvez toujours plein de gens qui vous disent on s'occupe de ça, on s'occupe de ci, etc., on ne peut pas faire autrement, et on s'en occupe sérieusement. Je crois que la réalité est plus complexe. Ces urgences mettent en cause, troisièmement, le modèle de développement et le modèle de croissance économique construit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ils mettent en cause fondamentalement ce sur quoi les uns et les autres ici, quel que soit notre âge, connaissons dans le système de fonctionnement, de production de la valeur économique, de la distribution de cette valeur et des conséquences sociales qui sont... en particulier dans nos pays occidentaux développés, des conséquences sur les inégalités entre les classes sociales, entre les catégories, entre les régions, entre le local
Par exemple ici, nous souffrons beaucoup dans cette région du chômage, de la pauvreté, de le manque de qualification, et il y a beaucoup d'inégalités derrière le modèle de développement et de croissance que nous connaissons, soumis au système capitaliste financier international. Les peuples pèsent peu dans cette affaire et c'est pourquoi nous allons consacrer une partie de nos discussions à la défense de ce qui est une richesse, une petite perle dans ce monde, c'est-à-dire la démocratie. La capacité, qui sans doute peut être là très largement accrue, pour chacun et chacune de participer à l'élaboration et la réflexion sur le futur. L'urgence du modèle de développement transformé, c'est aussi une urgence d'une démocratie plus affirmée, plus forte, plus vivante. Ensuite, je crois que ces urgences s'inscrivent dans un déplacement du centre de gravité du monde. Il faut en tenir compte. Là où se structurent les grandes décisions, c'était jusqu'à présent, disons, l'océan Atlantique, et avec les puissances qui l'entourent, les États-Unis, et ensemble États-Unis, Canada d'un côté, l'Europe, l'Union européenne de l'autre. C'était là que, depuis 1945, le centre de gravité des décisions se trouve. Mais aujourd'hui, il y a un déplacement vers le sud, je dirais plus volontiers vers les suds, car nous en parlions avec Béatrice Gibelin l'autre jour, la notion même de sud global est une notion assez fausse parce qu'elle ne traduit pas les différences et les nuances qui existent par exemple entre la Chine et l'Inde, deux immenses puissances à 1,5 milliard d'habitants chacune, donc elles font 40% de la population mondiale à elles deux, elles sont très différentes et traversées de questions et de contradictions très différentes. Et puis ne pas lutter contre la cause de ces urgences accroîtrait les inégalités dont je viens de parler. C'est mon dernier point dans la présentation. Les inégalités, en effet, sont aujourd'hui plus vives que jamais entre les peuples du Nord et du Sud. Elles sont aussi très vives à l'intérieur même des pays. Et les urgences que j'ai indiquées au départ, il y a quelques secondes, expliquent largement les mouvements de révolte qui, chez nous, se sont traduits par les bonnets rouges en Bretagne ou par les gilets jaunes partout en France. Le sentiment d'être abandonné, de ne pas participer à la décision, de souffrir des inégalités à cause de la prise de conscience par les pouvoirs publics des urgences que nous évoquons et à cause du fait que pour les résoudre, on a fait appel au plus simple, c'est-à-dire on a demandé aux ménages de payer au fond et de financer, et on va le demander encore, de financer les transformations que nécessite le traitement de ces urgences. D'où une atmosphère de violence que nous trouvons évidemment à son acmé avec la guerre, mais aussi dans la vie quotidienne. Vous avez tous senti qu'il y avait beaucoup de tensions dans la vie quotidienne, beaucoup d'exaspération, beaucoup de violence, beaucoup d'incivisme, et une expression pure, brute, qui vient de cela. Alors après ces 5 remarques, je conclurai mon propos, avant de donner la parole à nos experts, par 2 considérations. Il y a 2 urgences qui commandent tous les autres, aujourd'hui. L'une, c'est l'urgence climatique, qui englobe celle que j'ai citée. L'urgence alimentaire vient très largement, l'urgence du modèle énergétique, économique vient très largement des conditions de transformation du climat et de dégradation du climat. L'urgence climatique englobe les autres et elle concerne l'essentiel, la vie sur la planète à court terme, parce que 30 ou 40 ans d'ici, c'est demain, à l'échelle de l'histoire du monde. Ensuite, la deuxième urgence qui est essentielle, c'est celle qui consiste à défendre la démocratie, je l'ai évoqué, parce que de tout ce dont on va parler ressort une inquiétude, honnêtement, c'est l'acceptabilité par l'ensemble des populations, chez nous et dans le monde entier, l'acceptabilité des mesures qu'il faut prendre pour combattre le dérèglement climatique, le dérèglement économique et les inégalités sociales. Il y a beaucoup de choses à dire sur la dureté des temps et sur ce qui nous attend si on veut efficacement lutter contre ces dérèglements. Et l'autre grande question, c'est que ce que nous apporterons comme solution
devra toujours être mesuré à l'aune de la faisabilité et de la probabilité financière. J'ai dit que le capitalisme financier englobait l'ensemble. J'ai dit que l'urgence climatique était la plus prégnante de toutes. Il faut savoir que la modification du système financier est essentielle. Je vais vous citer quelque chose d'assez curieux que j'ai découvert en préparant cette table ronde. Le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services qu'on produit dans le monde, en gros, tout ce qu'on fait, toute la valeur qui est produite, c'est 100 000 milliards d'euros par an. C'est à peu près 100 000 milliards d'euros par an. C'est une évaluation d'ailleurs de la CIA, donc pas de raison qu'elle exagère. 100 000 milliards d'euros par an. Et alors, à comparer avec l'argent qui circule, la circulation de l'argent. Alors, le chiffre que je vais dire, il est consacré pour 10% dans la monnaie que nous connaissons. La monnaie qui nous sert à nos échanges, qui sert à l'économie, qui sert à la création de valeur. Les liquidités en circulation, c'est 90 000 milliards d'euros. En fait, la production des biens et de services, la production de la valeur totale du monde entier, tous les pays confondus, c'est à peine plus gros que la valeur des liquidités qui se placent. On a tous entendu parler des paradis fiscaux, on connaît que, et nous avons besoin d'un système bancaire, nous avons besoin d'un système financier. La production des biens et services est aussi grande, et légèrement plus grande, mais très peu, que la liquidité qui est dans le monde. Il doit donc y avoir des moyens de diriger une partie de ces liquidités vers ce qui est utile, c'est-à-dire vers l'économie dite économie verte, par rapport à l'économie brune. On va beaucoup employer ces mots dans notre débat, l'économie brune étant l'économie qui produit du CO2, du CO et du carbone, et qui doit être réduite le plus vite possible en situation d'urgence. Et donc, cette capacité que nous avons, c'est un trait qui nous rassure un peu, de trouver des solutions, elles sont réelles, ces capacités, parce que il y a chez nous la possibilité de créer de la valeur à partir des liquidités qui circulent, qui ne sont pas toujours à votre service, ces liquidités, lorsqu'elles sont aux îles Antigua ou aux îles Vierges ou dans les paradis fiscaux européens, car il en existe, elles ne sont pas vraiment au service de la population, mais plus au service de satisfaire les intérêts financiers réduits en nombre de personnes. Béatrice Gibelin, on a montré votre livre tout à l'heure. Je commence par vous, si vous le voulez bien. Oui. Et comment éclairer les citoyens, les entreprises, le système financier global sur ces enjeux, et comment faire en sorte que, par l'éveil des consciences sur la réalité dans l'ensemble de notre population, en France, en Europe, dans le monde, on puisse commencer à orienter des choix de société de manière plus consciente, plus démocratique et beaucoup plus efficace et rapide. Très sincèrement, si j'avais la solution, je crois que je serais à la tête du monde. Mais ça va venir. C'est pas le cas, et c'est une question extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la prise de conscience sur l'urgence, sur la gravité, au fond, elle percole petit à petit, mais qu'on n'y est pas encore. Et qu'on est loin encore d'y être. Et on a sans doute l'impression que ça ne nous atteint pas tout de suite. Encore un peu de temps, monsieur Le Bourreau, que 1,5 degré, ça ne dit rien du tout aux gens. 1,5 degré, ben tiens, il fera meilleur l'été, ça ne sera pas plus mal. Personne ne prend la mesure des seuils qui peuvent entraîner effectivement après des dérèglements. Non pas que ce ne soit pas expliqué par les scientifiques, qui le disent et qui le redisent. Et il y a des documentaires qui sont faits, qui passent à la télévision. Et pourtant, la prise de conscience qui devrait se dire, bon, allez, on s'y met. Donc, il va vraiment falloir changer de mode de fonctionnement. Bon, on mangera plus de viande ou pas beaucoup, on roulera moins avec nos voitures. On n'y arrive pas. Alors,
dans nos pays développés, avec des débats, comme on peut le faire ici dans cette salle, on n'y arrive pas. Alors vous imaginez dans les pays, comme on dit, du Sud, c'est ce que je n'aime pas trop, combien c'est difficile quand on est au seuil du démarrage d'une vraie croissance. La légitimité à avoir droit à manger correctement. Vous avez évoqué cette situation alimentaire. La légitimité à avoir de l'eau potable, la légitimité à avoir de l'électricité, de pouvoir envoyer des enfants à l'école. C'est-à-dire que le discours de la décroissance pour l'ensemble de ces populations est irrecevable, n'est absolument pas acceptable. Et il y a même une forme d'indécence à le leur tenir, de mon point de vue, en disant mais vous en avez bien profité et il n'y a pas de raison que nous on ne puisse pas en profiter. Donc c'est une question complexe, difficile, de la réticence, de la résistance à prendre conscience de cette réelle urgence. Et c'est peut-être le rôle des intellectuels, comme vous le dites, de faire les choses, mais honnêtement c'est pas si simple. Alors pourquoi cela ? D'abord, en démocratie, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez insisté sur, au fond, cette chance immense que nous avons de vivre dans des pays démocratiques. Mais la démocratie, il y a des élections. Et quand vous prenez un certain nombre de décisions, eh bien, les électeurs peuvent vous la faire payer très cher. Par exemple, la suppression des chaudières au gaz en Allemagne a permis à l'AfD, mouvement d'extrême droite assez radical, je dois dire, en Allemagne, de monter très très fort. En plus avec celui de l'immigration, il ne faut jamais oublier l'immigration, sont aujourd'hui à des intentions de vote supérieures à celles du SPD, des socialistes, qui sont au pouvoir avec le chancelier Olaf Scholz. On voit très bien comment, aux Pays-Bas, l'ancien Premier ministre, Mark Rutte, qui décide effectivement de faire de gros changements sur le plan de l'agriculture, et Dieu sait qu'aux Pays-Bas, c'est une agriculture intensive avec énormément d'engrais, etc., décide de faire de gros changements. Qu'est-ce qu'il voit apparaître ? Un parti mené par une femme sur le thème de l'agriculture et qui refuse complètement cette proposition et qui est aujourd'hui le premier parti à la Chambre fédérale des Pays-Bas. Donc la démocratie, oui, mais quand la démocratie dit il faut faire un certain nombre de choses et qu'il y a du courage politique pour le dire, les conséquences sont extrêmement sévères pour ceux qui portent ce combat, qui est pourtant le combat juste, et qui vont se retrouver devoir s'éloigner de la politique et laisser la place à d'autres. Élection hier en Slovaquie, ça sera le dernier exemple que je prends. Fico, ancien homme de gauche, populiste de gauche, je vais dire, qui prend des positions qui sont celles d'Orban, qui retour sur la Russie et au cœur même de l'Europe, une situation extrêmement difficile. Donc c'est pas la peine de faire comme si on pouvait dépasser ça. Il faut tenir compte de ça. Si l'analyse géopolitique apporte quelque chose, c'est effectivement essayer de regarder, y compris ce qui ne nous fait pas plaisir, voir comment est un rapport de force, comment ces rapports de force évoluent et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, vous avez très justement parlé du capitalisme financier et de son immense pouvoir. C'est absolument incontestable. Capitalisme qui peut se déplacer avec une agilité extrêmement rapide. C'est pas le cas des produits, ça met du temps. Là, si vraiment un fonds de pension ou autre se rend compte que la situation pour leur, revenus, leur profit n'est pas tout à fait sûr, eh bien on va pouvoir essayer de régler cette affaire assez rapidement. Donc, il y a 100 millionième de seconde. Voilà. Bon, vous avez donné la réponse. Donc à partir de ce moment-là, il faut savoir que c'est possible. Et que ça fonctionne. Alors dire, ils sont méchants, ils font pas, ils s'occupent de leur profit, oui, d'accord. Mais vous savez, c'est pas avec la morale qu'on dirige le monde, ce serait bien, encore qu'on n'ait pas tous forcément la même morale, mais de toute façon, ça fonctionne pas comme ça. Alors, en réfléchissant pour ce débat, je me disais, mais au fond, s'il y a l'urgence climatique, et moi j'en suis convaincu, et qu'on n'atteindra pas les 1,5 comme on l'a annoncé, et qu'on sera au-dessus, et qu'on aura donc des dérèglements dans les écosystèmes qui seront importants. C'est le charbon qui est vraiment
la source majeure, plus que le pétrole, du réchauffement climatique. C'est le charbon qui est la première source, aujourd'hui encore, pour la production de l'électricité. C'est le charbon qui voit sa croissance continuer. On n'est pas, nous, dans notre représentation, ici on est en Lorraine, le charbon c'est fini. Dans le Nord-Pas-de-Calais où j'ai travaillé, le charbon c'est fini. Mais il n'est pas fini ailleurs. Il est bien évidemment, et dans un pays comme la Chine, c'est presque la moitié de la production du charbon pour produire. C'est 55%. 50, exactement. Après, on va trouver l'Inde, mais on tombe à 9%. L'Indonésie d'abord, à 9%, puis après ça, on va tomber à l'Inde à 8%. Et ça, on va calculer jusqu'à l'Afrique du Sud, qui sont à peu près à 3 ou 3,5%. La Pologne, dont on dit qu'ils en produisent beaucoup, c'est 1,1%. Voilà, c'est des ordres. L'Allemagne, c'est 40%. Mais l'Allemagne, elle ne le... au sein de l'Europe, mais pas au niveau évidemment mondial. Je donne des chiffres au niveau mondial. Attention, on ne va pas tout mélanger. Bon, donc d'une certaine façon, si on veut vraiment agir très vite, s'il y a cette urgence qui est dite, et moi je la crois juste, alors c'est sur le charbon qu'il faut intervenir. Alors il faut financer largement, mais je mets ça au débat bien sûr, tous les producteurs de charbon. 130 centrales en charbon sont ouvertes chaque année en Chine. Et pourtant, la Chine fait aussi des efforts. C'est là où c'est intéressant. Mais c'est peut-être en aidant les pays comme l'Inde et comme la Chine ou comme l'Indonésie à arrêter cette production de charbon massive. C'est arrêter que l'Australie soit un gros producteur de charbon. C'est peut-être là qu'on aura le plus vite des résultats sur ce dérèglement climatique dû à, évidemment, cette consommation de charbon, plus encore que le pétrole. Sachant que c'est, non seulement ça produit du CO2 quand on le brûle, mais l'extraction même produit du méthane, qui est encore plus calorifique et qui est encore plus dangereux, effectivement, pour la production de CO2. Donc, si on voulait raisonner à l'échelle mondiale, eh bien, ça d'une prétention infinie, ce que je vais dire, ben c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait se dire, voilà, c'est là qu'il faut attaquer, parce que c'est là qu'on doit réussir à faire baisser rapidement. Complètement utopique. C'est bien évident que ce que je vous dis là n'aura pas de consensus, bien sûr. Mais c'est, d'un point de vue rationnel, c'est ce qu'il faudrait faire. Quant au pétrole, on va se retrouver avec une situation géopolitique qui va être compliquée. Parce que les pays développés comme les nôtres vont baisser leur consommation de pétrole. On va consommer moins, sans aucun doute. Ça viendra. Et un certain nombre de... Je pense à une entreprise comme BP qui s'intéresse beaucoup à déjà la suite du pétrole. Pas encore tellement notre président Pouyanné, mais néanmoins, ça va poser un certain nombre de problèmes. Qui seront lesquels? C'est-à-dire qu'une moindre consommation dans des pays développés, si on prend le cas de l'Europe, eh bien, ce n'est pas tout de suite. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, ça veut dire que le marché ne va pas être tout à fait le même. Donc, on gardera quoi? On gardera les gisements les plus rentables, avec le pétrole le plus facile à travailler. C'est-à-dire pas le pétrole lourd du Venezuela, mais des pétroles légers des Émirats, de la Libye. Là, ce sont des pétroles qui sont pas chers à extraire et qui sont extrêmement faciles à réutiliser. Mais tous ces pays d'Afrique qui ont des gisements, comme le Gabon, par exemple, ou la Guinée, qui comptent sur ce pétrole, c'est un pétrole qui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ne se vendra plus. Et ils se retrouveront avec une situation extrêmement difficile. Donc, moins de consommation de pétrole, je fais ça un peu de façon provocatrice, c'est très bien pour la planète, c'est extrêmement difficile pour toute une série de populations qui attendent des bénéfices du pétrole, une amélioration. Sachant que ces bénéfices sont plutôt quand même captés par une petite minorité et pas forcément redistribués au plus grand nombre. Mais ce sera une situation de tension, donc ce ne sera pas moins de conflits, mais ce sera, à mon avis, plus de conflits. Et que imposer ce rapport de force, je ne vois absolument pas comment, à l'heure actuelle, pouvoir le faire.
Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons rien à faire, je ne crois pas. Et que si je change de niveau d'analyse, je vais laisser l'Europe à mon voisin. Mais je pense qu'au niveau local, il y a effectivement un certain nombre de choses à faire dans les prises de conscience, dans la mobilisation. Le président vient de faire une planification écologique et je trouve que dans son discours, il a beaucoup manqué le rôle des collectivités territoriales et de ce qu'elles pouvaient faire, en particulier au niveau régional, proche de la population, dans aider à l'acceptation d'un certain nombre de changements de comportement. Le chemin va être très dur et seule, je crois, les catastrophes aideront à faire comprendre, à accepter le temps du changement s'il n'est pas trop tard. Et mon dernier point, quand le capitalisme financier aura compris et sera persuadé qu'il a plus à gagner à accompagner le changement qu'à ne pas le faire, à ce moment-là, on s'en sortira peut-être. Merci. Alors, Michel Derdevet, vous êtes l'auteur d'un livre collectif que vous avez organisé, présidé, qui s'appelle « Dans l'urgence climatique, penser la transition énergétique », que vous trouverez au Salon du Livre. Michel Derdevet, est-ce que lorsqu'on évoque la difficulté, comme Béatrice vient de le faire, de la démocratie, de la prise de conscience, etc., est-ce que vous pensez que le danger autre, j'ai parlé tout à l'heure de la défense de la démocratie, le danger autre qui est celui d'écraser par l'autoritarisme dans certains pays, par le populisme dans d'autres pays nombreux, et les uns et les autres. Regardons ce qui se passe au niveau de la démocratie en Chine, par exemple, mais regardons aussi ce qui se passe en Pologne, en Slovaquie, vous venez de l'évoquer, au Brésil. Est-ce que ce danger de la démocratie, est-ce que ces luttes pour les matières premières et pour la dégressivité du pétrole et du charbon qui menacent le développement des pays en voie de développement, parce que c'est leur source d'énergie, c'est leur source de création de valeur économique, c'est leur source de vie tout simplement, est-ce que ça peut conduire à la guerre? Merci beaucoup. D'abord, la guerre, on y est. Et donc le vrai sujet au plan économique et au plan financier, c'est de savoir aussi les arbitrages, vous l'évoquiez tout à l'heure, entre l'effort de défense consenti, massif. La Russie, mercredi, a annoncé que pour 2024, il y aurait une augmentation du budget de la défense de 68,4%. Donc ça veut dire qu'on est vers une course aux armements sur tous les continents, dans laquelle, on en parlera tout à l'heure, mais l'Europe, elle a un rôle fondamental à jouer pour changer d'échelle, pour passer à une échelle où elle n'est plus sur une logique d'échantillons et de programmes qui sont plus symboliques qu'autre chose. Mais le sujet majeur qui a été abordé tout à l'heure par Béatrice, c'est comment on arrive à refaire démocratie sur ce sujet du changement climatique. On a vécu tous décembre 2015, la COP, on a vécu depuis des discours enflammés de certains dirigeants politiques, et donc on a le sentiment, pour reprendre un peu la formule de Marx, c'est qu'entre la superstructure et l'infrastructure, l'écart est béant. C'est-à-dire le discours public est extrêmement riche, à longueur de sommets, de colloques, avec plein de sommités internationales qui viennent à Paris ou ailleurs, et dans la réalité, ça n'embraye pas. Ça n'embraye pas. Pourquoi? De ma fenêtre, c'est qu'on a tout simplement un poids de l'économique, un poids des industries du passé qui reste encore, on appelle ça un effet d'hystérésis, mais qui continue à fonctionner. Ça veut dire que tout à l'heure, Béatrice évoquait le cas de Total, se retrouver avec un président de Total à la réunion des entreprises de France qui dit finalement, si je n'occupe pas ce marché sur le pétrole et autres, d'autres le prendront, et donc ça veut dire qu'au final, c'est mon résultat qui se retrouvera, c'est quelque chose qui est complètement décalé par rapport à l'observation. Tout à l'heure, Béatrice évoquait le fait que le changement climatique, on l'observe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quels que soient les territoires, chez moi, les phénomènes Cévenol dans le Midi, c'est monnaie courante depuis 5-6 ans. Donc on n'est pas sur quelque chose de théorique. Et je pense que les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils vivent, ils perçoivent le changement. Le seul problème, c'est qu'on a un découplage entre le discours politique et la réalité. Et donc, je partage tout à fait ce que Béatrice Gibelin disait. On ne peut pas être uniquement sur une approche top-down, discours du sommet vers la base en disant il faut y aller,
Mais on doit aussi s'appuyer sur les collectivités, sur les mouvements associatifs, sur toute cette démocratie vivante, parce que l'adaptation, mot que nous n'avons pas employé jusqu'ici, elle démarrera par le local. Ça veut dire les bonnes solutions locales, elles seront trouvées à Saint-Dié, à un moment donné, sur comment on peut faire pour régler, s'il y a un pic de chaleur, l'été 2024, la solution par rapport à un certain nombre de gens qui n'auront pas la climatisation. Et c'est pas souhaitable qu'il y ait une climatisation généralisée. Et comment on met en place des politiques intelligentes, locales, pour répondre, pour s'adapter, pour essayer de combattre. Donc c'est un sujet parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce tempo-là. Le mot planification a été employé. Je crains ce mot-là pour deux raisons. Parce qu'il renvoie à un État qui, en matière énergétique, est ultra puissant dans notre pays. Donc on a des politiques publiques qui viennent toujours d'en haut, dans une logique de démultiplication locale, sans s'appuyer sur la richesse des collectivités. Et deux choses que je crains dans le terme de planification, c'est qu'on ne parle pas de l'Europe. Or, sur beaucoup de sujets, dans l'électricité notamment, la vraie planification, elle passe par un partage entre les États membres des données stratégiques sur comment demain on va avancer dans telle ou telle direction. On ne peut pas avoir un pays voisin très puissant qui en 2011 décide de sortir du nucléaire sans prévenir et en parler à son voisin. On ne peut pas avoir non plus un pays comme le nôtre qui décide d'un plan de sobriété en 2022 sans en parler aux Allemands. Donc ça veut dire qu'on est obligé, au-delà des frontières, de raisonner collectivement. Pourquoi ? Parce que les choix faits par les uns impactent les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque choix énergétique que ce soit va avoir un impact immédiat sur les voisins. Et donc ne pas raisonner collectivement, c'est s'exposer à ce qui se passe aujourd'hui. Christian l'a abordé tout à l'heure, c'est une prégnance économique des Américains et des Chinois. Sur les seconds, les Chinois ont acquis depuis 10-12 ans quasiment la moitié des réseaux électriques européens, ont une politique de pénétration complètement masquée sans que ce soit avoué et sans qu'il y ait de grands discours derrière. Mais aujourd'hui, la propriété des infrastructures renvoie à des fonds chinois et les Américains, eux, sont allés sur l'ensemble des grands acteurs que vous connaissez comme moi, qui ont un poids économique incroyable. Sur l'automobile, le résultat de Renault, je crois l'an dernier, c'était de 14 milliards d'euros. Quand Elon Musk construit une usine de fabrication de Tesla, c'est entre 5 et 10 milliards d'euros pour une usine. Donc on ne raisonne pas du tout à la même échelle entre nous, Européens, et la puissance économique qui en 20 ans a gagné la partie. Nous étions sur un PIB équivalent il y a encore une quinzaine d'années entre Europe et États-Unis. Aujourd'hui, il y a un doublement du PIB américain. Et donc, on a sur tous les compartiments quelque chose qui fait qu'effectivement, demain, si on bascule très vite et trop vite sur le véhicule électrique, on aura des véhicules chinois qui favoriseront l'industrie chinoise, faute d'avoir d'abord raisonné collectivement en Europe sur quel modèle de transformation du transport on veut établir et surtout quel modèle industriel. Donc voilà, on va avoir l'an prochain des élections européennes pour 5 ans. Ce qu'il faut simplement appeler de nos voeux, c'est que ce souci de connecter l'industrie avec des orientations politiques se fasse un peu mieux qu'il ne s'est fait depuis 4-5 ans. On sort d'une période où il y a eu un discours très ambitieux de l'Union européenne avec le Green Deal, l'idée de décarboner l'Europe d'ici 2050, mais qui n'a pas été suivi du souci de réunir autour d'une table les industriels et voir comment concrètement on avançait. Est-ce que le Green Deal est accompagné de décisions budgétaires et financières à la hauteur de l'ambition ? Rappelons que l'ambition, c'est diminuer de 55% par rapport à 1990 oui. les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Voilà. Donc c'est très serré, oui. Par rapport, l'objectif est très serré. Est-ce qu'on met derrière, on y met l'affichage politique, un peu de décision politique, mais est-ce qu'on y met les moyens ? Pédagogique, comme a dit Béatrice tout à l'heure, financier, économique. Est-ce que d'ailleurs tout ne se résume pas quand on parle d'économie à finance plus innovation ? Car le retard européen, c'est un retard d'innovation par rapport aux États-Unis, qui est en train d'être rattrapé par la Chine vis-à-vis des États-Unis, mais pas par nous, pas par l'Europe. C'est un sujet central, à mon avis, que l'innovation industrielle vienne appuyer par la recherche, le développement des connaissances dans tous les domaines, y compris dans le domaine énergétique, la capacité d'assurer la croissance. C'est une vraie question. Le Green Deal, le pacte vert qui a été présenté par Madame van der Leyen
à son arrivée à la présidence de la Commission européenne, c'est 1000 milliards d'investissements au total sur les 10 ans, donc ça veut dire 100 milliards par an. Mais pour arriver à cette ambition, la problématique, c'est celle du budget européen. Le budget européen, vous savez, aujourd'hui, c'est 1% du PIB, du produit intérieur brut de l'Europe. C'est ridicule quand on compare au budget public qu'un gouvernement fédéral comme les États-Unis mettent pour ces grands chantiers. C'est ridicule par rapport à la puissance de feu américaine, chinoise. Et donc l'Europe, elle est, j'emploie souvent cette formule, elle est une sorte de groupement d'intérêt économique de GIE au rabais. C'est-à-dire qu'on en parle, on a de beaux discours, on y croit profondément, mais derrière, on n'a pas envie de partager. Pourquoi ? Parce qu'on préfère avoir des petites victoires pour nos industries nationales. Vous savez, Sigmund Freud employait cette très belle formule. Il disait souvent, on développe le narcissisme des petites différences. Et l'Europe, ça reste un continent dans lequel on pratique le narcissisme des petites différences. Quel que je suis content, moi français, si je peux dire que sur tel sujet, j'ai gagné contre les Allemands, contre les Espagnols, contre les Italiens. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de gagner collectivement. Et si on ne fait pas ce travail-là, qu'est-ce qu'on a ? Béatrice Gibelin l'évoquait, c'est la montée d'un sentiment anti-européen, d'un sentiment où une majorité aujourd'hui peut-être, le 9 juin 2024, sera effrayée par toutes ces perspectives et se repliera dans une logique centripète. Voilà, moi au moins, je veux ne pas m'embarquer là-dedans. Qu'en est-il de mon budget, moi, personnel, par rapport à tout cet écosystème ? Et ça veut dire qu'on aura loupé complètement un tournant qui est le tournant de la pédagogie, qui est le tournant aussi de la mise en œuvre au plan concret du discours. L'écart discours-pratique, discours-réalité, c'est mortifère pour les démocraties. Une démocratie, ça se juge dans le temps restreint et limité entre je mets en œuvre ce que j'ai dit. Christian Pierret l'évoquait tout à l'heure, quand dans une ville on a un cinéma qu'on réaménage et tout, au bout d'un certain nombre d'années, on voit le résultat, il est là. Il faut faire attention que sur nos sujets énergétiques, on ne soit pas sous cet écart. Je vous renvoie non pas à la commission actuelle, mais l'ancienne commission européenne, celle de M. Juncker. Elle avait un vice-président dont l'intitulé, ça avait été l'Union de l'énergie. Alors c'était vachement joli, c'était très bien, Union de l'énergie. Sauf que ça n'a pas avancé. Sauf qu'on n'a pas réglé les questions de dépendance au gaz russe. Sauf qu'on n'a pas réglé le fait d'avoir une politique industrielle autour de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on a fait en matière d'infrastructure pour mieux connecter les États membres ? Bon, voilà, donc les chantiers n'ont pas été menés, mais le discours était attractif. Faisons attention à tout ça. Alors, Anne-Laure Delatte, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, mais le dernier, c'est « L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique ». Les deux orateurs précédents ont évoqué cette question, et j'évoquais en commençant la nécessité d'éclairer les citoyens sur la réalité du système bancaire et financier par rapport à l'économie brune et l'économie verte, et la nécessité de cette prise de conscience pour modifier les attitudes individuelles, les prises de conscience collectives et changer la politique des États. Ça fait beaucoup. Et comme le disait Béatrice en commençant, si on savait le faire, on serait les rois du pétrole. Tiens. Mais est-ce que au niveau de la banque et de la finance, vous avez d'ailleurs écrit dans Le Monde qui est paru hier un article à ce sujet, est-ce qu'au niveau de la finance, on peut essayer de se caler différemment pour combattre les différentes urgences que nous avons évoquées ? Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici, merci pour l'invitation. Alors, je vais vous décevoir, je ne vais pas vous parler que de finance et de banque, je vais vous parler de l'État en général et d'action publique. Et en revanche, je ne vais pas vous décevoir, et je vais vous donner une bonne nouvelle, on sait ce qu'il faut faire et on peut le faire. Et vraiment, il faut l'avoir en tête. Je vais essayer de vous donner des ordres de grandeur, des mesures qu'on peut adopter et on sait qu'elles auront un effet. La difficulté, c'est est-ce qu'on veut le faire ? Donc on est plus dans une question de volonté politique et pas des citoyens et citoyennes comme vous et moi qui prenons le temps le dimanche matin de venir écouter ce genre de choses, mais plutôt des gens qui prennent les décisions, et pas seulement les gens qui prennent les décisions politiques, mais ceux qui les influencent. Donc j'essaierai de conclure là-dessus avec un propos un peu plus politique. Mais comme je suis économiste, je vais vous donner quelques chiffres
pour commencer. Parce qu'en fait, finalement, les données, les chiffres, ça peut rassurer, ça peut permettre de mettre en perspective. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous parlez finance, moi j'entends plutôt argent, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Où est-ce qu'il faudrait mettre cet argent? J'ai envie de vous poser la question, quelles sont les priorités? Où est-ce que, si on devait opérer, enfin si on doit, on est en train de le faire, une bifurcation écologique, la vraie transition, à votre avis, c'est quoi le premier secteur dans lequel il faut investir? Alors l'éducation, oui, juste une seconde, l'éducation c'est vraiment une activité qui émet très peu de carbone. Donc là, ma question, c'est plutôt, qu'est-ce qui émet du carbone? Qu'est-ce qui pollue, en fait? Si on doit changer, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez dit le stockage, mais transport. En fait, le transport, c'est un mode... Enfin, c'est quelque chose qu'il faut changer. Après le transport, qu'est-ce qu'il faut faire? L'agriculture. La façon dont on mange, elle est hyper carbonée. Je vais essentiellement vous parler du carbone, alors qu'il y a bien d'autres enjeux environnementaux, biodiversité, etc. Mais voilà, l'agriculture, il faut la transformer. Qu'est-ce qu'il y a encore en troisième? Le logement. Le logement, il faut qu'on isole nos logements, il faut qu'on construise des logements plus écologiques, mais il faut qu'on les isole. Et vous avez oublié un quatrième secteur dans lequel il faut absolument changer les choses. Non, l'industrie, bravo. Et je suis contente parce qu'il y a pas mal de femmes qui répondent, merci. Parce que le sujet économique est en général assez genré. Alors voilà, l'industrie. L'industrie, c'est un gros poste, et dans l'industrie, il n'y a que 3 gros secteurs qui sont vraiment très polluants, notamment la chimie. Donc voilà, pour vous donner des ordres de grandeur, en gros, il y a 4 secteurs dans lesquels il faut qu'on mette beaucoup d'argent. D'accord ? Une fois qu'on a dit ça, avant de vous dire ce qu'il faudrait faire, je vais vous dire ce qu'on fait aujourd'hui déjà. Et l'action publique, en fait, oui, je vais peut-être commencer par ça. Il y avait une conférence avec Descola juste avant et 2 autres personnes qui nous parlaient des mouvements sociaux. Moi, j'ai acquis la conviction que, évidemment, que les mouvements sociaux et les citoyens et citoyennes sont au cœur de l'action, mais on ne peut pas se passer de l'État. En réalité, l'argent et le vivre ensemble, la décision collective de où est-ce qu'on met ses ressources, elle se passe dans l'État. Alors l'État, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « L'État droit dans le mur » parce que la façon dont on mène l'action publique aujourd'hui, elle est problématique. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Mais je suis très familière et je supporte énormément les mouvements citoyens de citoyens et citoyennes, mais je crois qu'on n'y arrivera pas sans réformer profondément l'action publique. Donc je vais vous parler un peu d'action publique. L'action publique, là en ce moment, on est en train de parler beaucoup du budget, puisqu'on est en train de voter le nouveau budget pour l'année prochaine. Je vais commencer par quelque chose dont on parle un peu moins et qui pourtant est un énorme pan de l'action publique, c'est ce que fait la Banque de France. En fait, la Banque de France, c'est un acteur public qui est indépendant, mais qui est au cœur de l'État. On en parle beaucoup moins parce qu'en fait, derrière la Banque de France, il y a évidemment la Banque Centrale Européenne. On a partagé notre monnaie, on a décidé de la partager en 93, on a commencé à la partager dans les années 2000. Mais en fait, la Banque Centrale Européenne qui est à Francfort, elle coordonne simplement des banques centrales nationales. Et donc la Banque de France, elle bosse encore. Il y a encore 8500 personnes qui travaillent en France pour la Banque de France et qui mettent en place les opérations de politique monétaire qui sont décidées simplement en Europe. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est une énorme source de financement. Mais ce n'est pas du financement budgétaire, c'est simplement que la Banque de France, elle aide énormément à la fois le financement des entreprises et au financement de l'État. Et alors, ce que j'ai découvert, moi, en allant regarder le bilan de la Banque de France, alors c'est extraordinaire, on a le bilan depuis 1870, hebdomadaire.
Moi, j'ai regardé le bilan depuis 1945 et j'ai essayé de regarder qu'est-ce qu'elle fait et combien elle opère dans l'économie. Il y a moi-même, j'ai été surprise, alors que je suis plutôt spécialiste de politique monétaire, c'est qu'en fait, la Banque de France intervient aujourd'hui 2 fois plus dans l'économie que ce qu'elle ne faisait dans les années 60, quand elle était au cœur de la planification. En fait, la Banque de France, et derrière la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, on a énormément d'argent qui circule dans l'économie au titre de quelque chose qui s'appelle le quantitative easing. Donc, c'est une politique monétaire qui a été mise en place juste après la grande crise financière américaine. Et concrètement, le bilan... il faut juste retenir que la Banque de France prête de l'argent aux entreprises via ce qu'on appelle... Elle achète des titres, en fait, sur les marchés. Donc, elle achète des obligations d'entreprise sur le marché. Et elle prête énormément d'argent au gouvernement français. 80%, c'est de l'argent pour le gouvernement français, et 20%, c'est pour les entreprises. Mais tout ça se fait sans contrôle parlementaire. Contrairement aux années 60, où elle était au cœur de la planification, en fait, on avait un parlement il y avait un circuit du Trésor. Donc vraiment, tous ces gens-là se communiquaient très bien, Bercy, la Banque de France, et pourquoi il n'y avait pas plus d'inflation que ça et plus d'instabilité monétaire, c'est qu'en fait, il y avait un contrôle parlementaire qui regardait si on ne faisait pas n'importe quoi, en gros, avec cet argent-là, et si on ne faisait pas trop d'émissions monétaires. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle parlementaire là-dessus, parce qu'on a décidé que les banques centrales étaient indépendantes. Ce que moi, je ne remets pas en question, parce que je ne pense pas que Bruno Le Maire serait une bonne personne au siège, au conseil de la Banque de France, parce que probablement, il serait tenté, Bruno Le Maire ou Bercy, serait tenté de faire trop d'émissions monétaires. Mais en attendant, les citoyens et les citoyennes ne siègent pas, en fait, ne sont pas représentés dans un pan de l'action publique qui est énorme. Et le problème, là, il y a une grande littérature là-dessus depuis 2018, c'est qu'en fait, une grande partie de ce financement, il va où? Quand il va dans des entreprises, il va essentiellement dans des entreprises carbonées, en fait, qui contribuent aux émissions carbone de notre activité. Il y a quelqu'un qui a vraiment mis un pied dans la porte assez récemment, c'est Isabelle Schnabel, qui est au conseil de la Banque Centrale Européenne, au conseil permanent. C'est une Allemande, une économiste, et qui a dit, en fait, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus financer des entreprises. En fait, le boulot des banques centrales, c'est vraiment que la liquidité circule et qu'il n'y ait pas de problème de prêt entre les entreprises et les banques. Elle a dit, OK, ça c'est notre mandat, mais on ne peut pas continuer comme ça parce qu'en fait, on a un mur climatique devant nous et donc il faut qu'on change nos règles. Donc on a commencé à changer nos règles très concrètement il y a à peu près 6 mois. Et c'est là où il y a le plus de progrès qui sont faits. Mais pour l'instant, l'état dans lequel on est pour l'instant, c'est que 80% du portefeuille de la Banque de France finance des entreprises très carbonées. Je mets des détails dans le bouquin, mais le premier, là où elle investit le plus, c'est chez Volkswagen, par exemple. Le deuxième investisseur, le deuxième source d'investissement, c'est un pétrolier. Pourquoi? Parce qu'en fait, Volkswagen, c'est une des plus grosses entreprises européennes. Le pétrolier, c'est une des plus grosses entreprises européennes, donc elle suit le marché. Et en fait, ce que j'essaye de montrer dans le bouquin, c'est qu'on a un État qui intervient énormément. En fait, dans les chiffres, vous verrez beaucoup plus qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand on était en pleine réparation et en pleine planification. On a vraiment un État qui est très interventionniste, mais qui s'est mis au service du marché au cours des 40 dernières années. C'est ce qu'on appelle un État néolibéral, dans le sens où le libéralisme, c'est je crois au marché, je pense que le marché fait mieux que n'importe quel autre mécanisme, c'est par l'offre et la demande que je vais équilibrer les ressources et que tout va aller bien. Ça, on en est sorti parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas complètement. Et donc, en fait, depuis 40 ans, on a dit à l'État,
le marché est le meilleur allocateur des ressources, mais quand il ne fonctionne pas bien, il faut que tu l'aides. Et en fait, on s'est mis au service du marché. Et un second message que j'essaye de passer, c'est qu'on a énormément d'argent public qui va aujourd'hui au service du marché. Alors voilà, je vous ai dit la Banque de France, je vais vous dire très rapidement le budget. Vous voyez, donc il y a le monétaire d'un côté et le budgétaire. Le budgétaire, pour faire simple, on dépense 1400 milliards d'euros par an. C'est peut-être beaucoup, mais en réalité, on est un pays qui est riche et on a le droit de dépenser. Enfin, moi, il me semble que les dépenses publiques, c'est-à-dire des dépenses où on a décidé qu'on mettait dans le pot commun des choses plutôt que de le faire chacun de son côté, c'est un modèle de société dans lequel moi, dans lequel je suis né et que je ne remets pas trop en question. Donc on dépense 1400 milliards, une grosse partie dans la protection sociale, 600 milliards. C'est justement ce côté-là qui est très différent des Américains, par exemple. C'est-à-dire que quand je vais à l'hôpital, en fait, c'est la société, enfin c'est une dépense qu'on a décidé de mettre en commun. Mais il y a une grande partie, en fait, mais de plus en plus grande, de notre budget qui va vers les entreprises. En fait, il y a un poste qui s'appelle l'aide publique aux entreprises, qui a énormément grossi au cours des 30 dernières années. Et pour l'enquête que j'ai menée, on a collecté des données originales, c'est-à-dire qu'on est allé dans le budget, on est vraiment allé au service des archives et on a collecté à la main les montants d'argent public qui ont été donnés aux entreprises d'un côté et aux ménages de l'autre au nom de l'action publique de soutien au marché. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des subventions, ça on les avait à peu près, mais c'est aussi beaucoup d'exonérations fiscales, de crédits d'impôt. Le CICE, ça vous dit quelque chose par exemple ? Le CICE, c'est 20 milliards par an. 20 milliards par an, c'est pas mal, on en fait des choses avec 20 milliards par an. Le CIR, donc le crédit d'impôt recherche, c'est la moitié moins à peu près. En fait, au fur et à mesure, ce que montrent les chiffres, c'est qu'on a un État qui nous dit beaucoup, on dépense trop, on dépense beaucoup trop pour la protection sociale, on dépense beaucoup trop pour les services publics. En plus, ces services publics ne sont pas efficaces. L'éducation, et en tant que citoyen et citoyenne, on peut être très frustré parce qu'on se rend compte quand même que les écoles vont pas très bien, que l'université va pas très bien, que l'hôpital va pas très bien. Mais en fait, ce que moi je comprends dans les chiffres, c'est que on a mis énormément d'argent, mais en fait, on a stabilisé les dépenses, voire les baissé pour les services publics, pour la protection sociale. Et en fait, il y a un poste qui a pas mal augmenté, c'est l'aide publique aux entreprises. Donc, j'essaye de donner des chiffres un peu précis dans le livre, c'est mon boulot en tant que CNRS. Et donc, dans l'article du Monde que vous pouvez retrouver là, qui est sorti hier, j'essaye de montrer qu'en fait, on a un budget qui s'appelle le budget vert, qui est à peu près entre 35 et 40 milliards. Je crois qu'il va être autour de 42 cette année. On ne l'a pas encore exactement, il n'est pas encore sorti, mais disons retenez entre 35 et 40 milliards. On met vraiment 30 à 40 milliards sur la table pour opérer la transition. Le problème, c'est qu'en fait, l'aide publique aux entreprises, elle représente entre 170 et 200 milliards par an. Et comme, de la même façon que pour la Banque de France, l'essentiel va à des entreprises carbonées, en fait, l'essentiel de ces 170-200 milliards va à des secteurs très carbonés. Et donc, le paradoxe dans tout ça, c'est que nos impôts, là, pour le coup, c'est nos impôts, le budget, financent des activités climaticides. Donc, on a un budget vert d'un côté, avec la main gauche, à 40 milliards à peu près, mais avec la main droite, on distribue entre 170 et 200 milliards, je ne vous dis pas que à des entreprises carbonées, mais il y a au moins la moitié de ça, qui va aux secteurs les plus carbonés. Si vous divisez les activités en 4, ça va dans le 4e panier. Vous voyez, la moitié va au 4e panier, le plus émetteur de carbone. C'est ça l'action publique aujourd'hui. En fait, du côté monétaire ou budgétaire, on n'a pas compris
qu'on a un stock et que c'est ce stock-là qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas changer le monde et opérer... en fait, opérer la transition, ça veut dire partir de ce qu'on a. Et là, on nous fait croire qu'on n'a pas. En fait, on nous fait croire que on pourrait tout simplement financer des nouvelles choses. Ben oui, mais ce qui existe, il faut absolument le modifier. Alors, il me reste 3 minutes pour donner des solutions. Je vous en prie. Parce si que les solutions entraînent en 3 minutes, c'est super. Vous avez le prix Nobel d'économie tout de suite. Honnêtement, ça tient en 3 minutes. Hein. Enfin, vraiment, c'est assez simple en fait. Non, mais c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez compris que on a une grande partie des dépenses qui va à des secteurs carbonés, sans condition, bah, la solution c'est quoi? C'est de remettre des conditions. Et ces conditions, alors là il y a un petit truc qui à mon avis, en fait ces conditions, il faut à mon avis pas dire c'est fonction de tes émissions carbone. C'était une erreur que j'ai faite au début. Parce que si vous dites c'est fonction de tes émissions carbone, en fait l'essentiel de notre consommation elle est carbonée. Donc vous disiez l'éducation. Bah, par exemple on consomme pas beaucoup d'éducation. Alors on pourrait donner tout notre argent pour l'éducation, mais ça changerait pas beaucoup les émissions carbone parce qu'en fait les gens ne consomment pas tant que ça d'éducation. En fait il faut aller donner de l'argent dans les secteurs qui sont carbonés, mais qui font des efforts de décarbonisation. Et donc c'est dans la dynamique, c'est vraiment dans la variation qu'il faut aller chercher. Et donc il faudrait conditionner cet argent public qui est financé par nos impôts en disant Total, tu reçois énormément d'argent public, des montants très, très importants, or tu mets 20% de tes investissements dans le vert, même pas encore 20%, c'est leur objectif, et 80% dans l'énergie fossile. Bah, on peut décider ensemble, c'est une histoire de délibération. Moi, j'aurais envie de leur dire, tant que tu fais de l'énergie fossile, tu ne reçois pas. Mais on pourrait aussi se dire, écoute, si tu montes ton niveau de décarbonisation à la variation, si tu arrives à décarboner à telle vitesse, je peux t'autoriser encore à consacrer 20% aux énergies fossiles. Franchement, moi là, ça me fait mal, mais on peut en discuter. Mais si tu fais cet effort, je continue à te donner de l'argent. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas de raison que je te donne de l'argent. En fait, il n'y a plus de raison. Et vous parlez de capitalisme financier. Pour moi, ce n'est pas financier le problème. Le problème, c'est la logique du profit. Elle va... c'est un peu pareil, non, il me semble. Ah bah non, parce que le capitalisme, il a existé avant le capitalisme financier. C'est Aglietta notamment qui le montre. Le problème, c'est la logique du profit. C'est qu'en fait, ça se justifiait avant, cet argent public, parce qu'il fallait être compétitif. Mais là, il faut être compétitif, certes, mais il faut surtout pas crever dans 50 ans. Donc la logique, elle est de mettre des conditionnalités à ces entreprises. Alors il y a d'autres solutions dans le bouquin et je vous laisse les découvrir. Mais en conclusion, là pour le coup, c'est facile, vous avez vu, je vous l'ai expliqué en 3 minutes. J'exagère parce qu'il y a d'autres choses à faire. Hein. Mais déjà, si on mettait des conditions à l'aide publique, on pourrait, voyez, opérer, en fait, retirer cet argent à Total et le donner à des entreprises qui font vraiment des efforts. Et aussi, il ne faut pas le donner qu'à des entreprises, il faut le donner aussi à des citoyens et citoyennes qui vont devoir être protégés parce que... ça va être très dur, en fait, ce qu'on va subir là dans les 30 prochaines années. Donc ça permettrait de récupérer de l'argent public. Il faut lever des impôts aussi. Il va pas falloir, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les impôts, ça va être important. Et la dette publique va augmenter, c'est sûr, puisqu'on ne va pas réussir complètement à lever assez d'impôts, à faire tout ce qu'on dit. Mais maintenant, je vais conclure là-dessus. Je vous ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait et on peut. Maintenant, il faut réussir à influencer le processus politique. Et la question, c'est de savoir si les personnes qui prennent les décisions politiques le veulent, mais pas seulement les personnes qui les prennent, les personnes qui les influencent. Et là, vraiment, il me semble qu'il y a un mot qui est important, c'est le statu quo. C'est qu'en fait, tout ce que je vous raconte là, bah, par exemple, Pouyanné, il n'est pas complètement pour. Et il y a pas mal de gens qui sont pas complètement pour, parce qu'ils ont énormément à perdre, en fait. Et vous aussi, moi aussi, enfin, je veux dire,
Si vous ne faites pas partie des 20% les plus... Enfin, les 20% les plus pauvres en France, en gros, on va tous perdre un petit peu. Parce que... enfin, on va tous perdre un petit peu, mais disons que dans les 5 ou 10% les plus riches, c'est là que ça va vraiment perdre le plus. Et ce que je veux dire, c'est que pour changer les choses, il va falloir aller contre le statu quo. Et c'est ça qui est compliqué. Mais moi, je crois que la solution, elle est politique, citoyenne. Et là, pour le coup, j'ai pas de solution. Là, malheureusement, je peux pas vous dire il faut voter pour telle personne. Ou en plus, c'est 2027. Donc il faudrait, moi j'aimerais bien voter dans 3 mois là. Donc voilà, c'est vraiment plutôt par des mouvements citoyens pour l'instant. Alors on a le 9 juin l'Europe. Je voulais juste sur l'Europe, je voulais juste avancer quelque chose. On a un budget européen, vous disiez, qui est de 1%. Nous, on a une solution. On l'a écrit avec Antoine Vauchès, Thomas Piketty, Stéphanie Hennette. C'est qu'il faudrait lever un impôt européen. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de budget parce qu'on n'a pas d'impôt. Donc, on peut nous comparer aux États-Unis, mais les États-Unis, ils ont un État fédéral et ils peuvent lever des impôts. Nous, on ne peut pas lever des impôts au niveau européen. On n'a pas du tout cette capacité-là encore. Donc, c'est ça. Moi, si je voulais voter, enfin, je vais voter, c'est sûr, aux élections européennes, mais c'est une proposition qui commence à monter, c'est lever un impôt au niveau européen sur les multinationales et sur les riches, enfin sur les hauts patrimoines, pour se doter d'un budget. Alors vous revenez sur une proposition d'un déodacien brillantissime, qui est Jean Pisani-Ferry, qui a proposé dans un rapport récemment. D'abord, il n'est pas tout à fait d'accord avec vos chiffres, puisque vous dites 40 ou 37 cette année, et 40. Lui, il pense qu'il faudrait consacrer 63 milliards d'euros chaque année pour résoudre le deal. Alors pardon, juste moins 55% lui, il dit 60, en 2030. moi je dis pas 37, je dis qu'on consacre 37, mais je dis pas qu'il faut. Oui, non, mais c'est juste pour dire ça. Okay. Et juste un point, pour l'anecdote, Pisani-Ferry, c'est dans une note de bas de page qui parle de l'impôt sur le capital. Et en fait, les journalistes sont emparés de ce truc-là. Oui. C'est dans une note de bas de page. Mais dans des émissions de télévision, il a confirmé qu'il souhaitait qu'il y ait un impôt étalé sur 10 ans, je crois, je pense sous votre contrôle, sur le capital des 10% de contribuables personnes physiques les plus riches, donc le décile le plus aisé. Mais sur le patrimoine, c'est aussi une thèse de Piketty dans un autre bouquin, qui, lui, souhaiterait consacrer 150 milliards d'euros en France pour doter chaque jeune d'un capital de départ dans la vie, afin d'égaliser, non pas par l'impôt sur les successions, mais par une dotation faite aux jeunes sur les impôts que nous payons tous, la capacité égale pour tous de démarrer dans la vie avec un petit capital. Alors, nous en venons donc, et je vais interroger chacun avant de donner la parole à la salle, donc on va demander une réponse très brève. La solution, parmi les solutions, indépendamment du changement de mode de consommation, du changement de la qualité de la croissance, qui sont des choses évoquées par Béatrice au début de notre conférence, la solution, c'est de trouver des moyens budgétaires par l'impôt. Est-ce que vous ne trouvez pas que, étant donné les inégalités que recouvre l'impôt sur le revenu aujourd'hui, ou l'ensemble des impôts pesant sur les ménages par rapport à l'ensemble des impôts pesant sur les entreprises, dire d'une manière générale recours à l'impôt, c'est, sans le vouloir bien entendu, accroître encore les injustices. Car la fiscalité sur le revenu rapporte plus à l'État aujourd'hui, je parle de l'IR, l'impôt sur le revenu, il est plus important que l'impôt IS, impôt sur les sociétés. Ça veut dire que les ménages contribuent beaucoup plus que les entreprises à alimenter le budget de l'État. Donc le recours à l'impôt d'une manière générique, c'est accroître les inégalités. Première question. Deuxième question, comme l'a dit Michel Derdevet excellemment tout à l'heure, les solutions reposent sur l'Europe. La présidente de l'Union européenne propose, pour financer les investissements verts,
et pour sortir de ce que vous venez d'évoquer, Anne-Laure, les obligations brunes, qui j'ai trouvé d'ailleurs dans un article récemment, BNP, 41% des obligations grises sont des obligations grises en 21, donc carbonées, et seulement 7% pour les autres. Alors, est-ce que faire appel à l'impôt exclut ce que propose la présidente de la Commission européenne, faire appel à une taxe sur les produits carbonés à l'entrée de l'Union européenne? Alors, Michel, puis Anne-Laure et enfin Béatrice. Alors, par rapport à parce que c'est une solution très simple. Bien sûr, voilà pourquoi par rapport je la question sur l'impôt. D'abord, l'Europe, elle a su mettre en place, quand il y a eu la crise Covid, un emprunt européen doté de 750 milliards d'euros et qui a été un élément d'efficacité. Alors même si ça a été un peu long entre le moment où ces volumes a été défini en Conseil européen et puis l'arrivée dans les budgets nationaux, ça a été quand même concrètement quelque chose qui a été délivré. Voilà. Et c'est la première fois, c'est innovant. Et donc ça montre que l'Europe, elle est capable. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle fonctionne, l'Europe, souvent quand elle est l'épée dans les reins, quand elle est en crise. Alors il y a la formule de Jean Monnet qui dit que l'Europe ne sera que... Voilà, c'est la réponse aux crises qui structure le projet européen. Il n'empêche que ce serait sympa quand même si aussi l'Europe pouvait se faire en temps calme, en mer calme, et si elle pouvait bâtir un peu avec ambition. Il y a un élément qui s'appelle l'emprunt. Donc l'Europe peut avoir la capacité, c'est un sujet politique, de lever de l'emprunt, de lever de l'endettement et de répartir. L'Europe le peut, mais pas la France. Alors, la France est déjà à 110% de dette par rapport à son produit. Donc le sujet il est politique, dans le dialogue que la France peut avoir avec les autres États membres, et pour montrer que c'est une réponse, cet endettement, au sujet du moment. Supposons que Trump soit élu. Supposons qu'on se retrouve, nous, Européens, avec Poutine qui va avoir une Ukraine de moins en moins résistante, et avec des Américains qui disent, bah écoutez, les priorités de l'OTAN aujourd'hui c'est peut-être la Chine, c'est peut-être d'autres endroits, et donc on retire notre effort. Qu'est-ce qu'on fait en 2024? On abandonne complètement le sujet ukrainien, on laisse Poutine s'avancer, et après l'Ukraine, ce sera la Hongrie, la Pologne, la Roumanie. Donc, on voit bien qu'on sera obligé peut-être d'aller. Donc comment on met en place les instruments financiers capables rapidement de délivrer quelque chose? Premier sujet. D'autant plus qu'il faut consacrer plus à la défense, comme on l'a évoqué. Exactement. Et la défense reste un sujet dans lequel les Européens travaillent de manière complètement dispersée. On a parlé de programmes européens de défense il y a 5-10 ans. Ils étaient de l'ordre de 6, 7, 8 grands programmes. Aujourd'hui, on a à peine un ou deux programmes. Et chaque pays, de son côté, c'est les industries nationales de défense, achètent pour partie aux États-Unis ou ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a une absence de coordination complète sur un des sujets stratégiques pour le projet européen. Donc oui, le sujet, il est pendant, il doit être, et ça doit être un sujet qui alimente, je terminerai par là, le sujet du débat européen et des élections européennes du 9 juin 2024. Parce que on va avoir des discours simplistes, on va avoir des discours qui vont amener à dire finalement, ben voilà, on se protège et tout ça c'est très lointain et tout, alors qu'on est dans thème de ce FIG dans l'urgence. Ça veut dire qu'il faut des réponses politiques au niveau européen, bah, tout simplement parce que ce qu'on peut faire ensemble, vous savez, Jacques Delors, quand il présidait la Commission européenne, a beaucoup travaillé sur le coût de la non-Europe. Posons-nous la question face aux États-Unis et à la Chine du coût de la non-Europe si sur la défense, l'énergie, tous les chantiers du moment, on le fait individuellement, séparément. C'est évident. C'est évident que, mais ça veut dire aller sur les sujets. Vous savez, il y a un Conseil européen à Lisbonne qui avait parlé de l'économie de la connaissance. C'était en 2000. Mais c'est complètement virtuel puisque depuis 2000, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le succès de Google, Apple, Facebook, Amazon. Aujourd'hui, des valorisations de 2800 milliards de dollars, Microsoft 2400, Meta et Tesla 750. On n'est pas à l'échelle. Ça veut dire qu'on a théorisé l'économie de la connaissance et de l'innovation, mais malheureusement, on a été incapable d'implémenter tout ça dans un certain nombre de projets. La solution, elle existe en France, mais elle n'existe pas au niveau européen. Pas encore. Pas assez agrégée au niveau européen. Pas encore. Quel est le degré de probabilité de faire vite, on est dans l'urgence, de faire vite ce que propose von der Leyen, c'est-à-dire une taxe à l'entrée de l'Union européenne sur le carbone? Alors elle a été mise en place. Oui, mais très faible, le prix du carbone est très bas. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières a été mis en place, donc qui, pour être clair, c'est une sorte d'écluse écologique. En fait, ça permet de taxer les produits entrants qui sont émetteurs de CO2. Mais manque de bol, les Allemands n'étaient pas articulés avec nous sur la vision de l'efficacité et du volume budgétaire qui devait être récolté. Et donc, on l'a mise en place. Ça a été plutôt un succès de la présidence française de l'Union européenne.
Mais malheureusement, elle n'est pas sur une volumétrie qui permet de répartir ces fonds sur les grands chantiers de la transition. Donc si on raisonne par rapport à ces grands chantiers, la seule ambition qu'on puisse avoir, c'est un fonds souverain dédié à la transition écologique, à l'image de ceux que les Américains ont mis en place. C'est-à-dire que Biden, quels que soient ses défauts, a eu une logique pour avoir une action massive et pour être les premiers. 1000 milliards de dollars. Voilà. Et modulo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains sont aujourd'hui présents en Europe sur les petits réacteurs nucléaires et vont sans doute occuper le marché. Et nous, on observera et on achètera sur étagère des petits réacteurs. Donc on ajoute aux urgences, génération. Michel, on ajoute aux urgences l'urgence européenne dont parlait Anne-Laure Delatte pour son vote aux prochaines européennes. Si on ne va pas plus vite au niveau européen, on ne fera rien avec des sommes d'intervention individuelles des États. Béatrice Gibelin, même question sur la dette, la taxe carbone, l'impôt. Tout ça me semble de très bonne augure, et ce qu'a dit Anne-Laure, au fond, il y a une solution, c'est possible, garder le moral, enfin, si je dis les choses comme ça. Bon, sans doute à l'échelle de la France, et là c'est du rapport de force politique, c'est-à-dire que le débat politique percole au sein des citoyens électeurs pour qu'ils fassent les bons choix des forces politiques qui vont porter ce projet. Donc là, il y a une action à faire qui est possible. Alors après ça, il faut savoir comment on s'y prend pour que ça percole, mais c'est autre chose. Dans le cas de l'Europe, bien sûr que c'est à cette échelle-là, sur notre continent, qu'on doit faire. Mais on ne peut pas faire comme si on n'avait pas 27 et puis peut-être un peu plus parce que les Balkans tapent à la porte, et si on prend l'Ukraine et la Moldavie, pourquoi pas nous? Donc on va passer à un nombre encore plus élevé, avec des histoires différentes, des rapports aux politiques différents. Moi, je suis extrêmement inquiète sur ce qui se passe aujourd'hui en Europe, dans la mesure où on voit monter des extrêmes droites puissantes qui, se dédiabolisant un peu, peuvent faire alliance avec, on va dire, le Parti populaire européen, et on peut se retrouver avec une majorité en juin 2024 qui soit une majorité très à droite, nationaliste pour une part, et pour lequel on aura énormément de mal à mettre en place les bons outils, avec un aveuglement absolument tragique, mais c'est un scénario qui, hélas, aujourd'hui, me semble beaucoup plus probable que le bon scénario, sauf si il se passe des choses en Ukraine. La seule chose, à mon avis, qui peut vraiment faire bouger, c'est si l'Ukraine, le combat des Ukrainiens, qui force quand même notre admiration, enfin en tout cas la mienne, réussissent à bloquer et à montrer, au fond, ce qui est la décomposition de cet État mafieux qui est devenu la Russie. C'est un enjeu, c'est cet enjeu géopolitique-là qui est aujourd'hui, de mon point de vue, une urgence, véritablement, si on veut donner une chance à l'Europe. Et là, on avancera. Mais c'est avant juin 2024. Donc, moins d'États voyous, plus de démocratie. Oui, plus de débats. Et plus de victoires ukrainiennes. Alors, Anne-Laure, très brièvement, parce que le public a des questions, si vous voulez bien. C'est juste une réponse sur la montée des extrêmes en Europe. En fait, évidemment, à chaque élection, on tremble, quoi. Sauf en Espagne cet été. C'est quand même, non mais c'est un exemple, moi que je trouve pas inintéressant. C'est-à-dire que bon, le gouvernement est de. Oui. Excusez-moi, mais si le prix c'est la destruction de l'Espagne, moi je suis pas sûr qu'on ait gagné grand-chose. Alors voilà. Parce qu'il y a le problème régionaliste en Espagne qui se surexpose. C'est surtout qu'il a gagné. En fait, le Parti socialiste a gagné en s'alliant avec les indépendantistes catalans. Et malheureusement, nous, on n'a pas d'indépendantistes catalans ou bretons pour faire ça. On a les Corses, on devrait faire ça. Non, je voulais juste dire que l'Espagne était... Alors, vous avez raison que le contexte est un peu particulier. C'est-à-dire que nous, il faudrait qu'on trouve une alliance avec des gens... Parce que les Catalans, c'est ceux qui ont de l'argent. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils ont gagné. Mais bon. Je voulais juste appuyer le fait qu'effectivement, à chaque élection,
ça vacille et qu'il ne faut pas perdre complètement espoir et que finalement l'Espagne n'est pas passée à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on avait quand même très très peur qu'on passe à l'extrême droite. Sur les impôts, très rapidement, c'est un faux débat. Enfin, pardon, mais c'est un faux débat. C'est-à-dire que les impôts, on peut tout à fait les augmenter sur les ménages les plus riches avec un haut patrimoine. Évidemment qu'il ne faut pas augmenter les impôts des ménages du reste des déciles. Enfin, comme vous le dites, les ménages sont ceux qui contribuent le plus à financer l'action publique. C'est 80-20. 80% des impôts sont payés par les ménages, 20% par les entreprises. L'impôt sur les sociétés est à peu près stable, l'impôt sur la production va bientôt baisser. Il y a eu des mesures faites pour ça. Donc c'est vraiment la TVA et l'impôt sur le revenu qui contribuent à payer l'action publique en France. Et très peu l'impôt sur les patrimoines. Donc, quand on dit, enfin moi, quand le ministre des Finances dit « je n'augmenterai pas les impôts », mais je tremble, parce qu'en fait, si, bien sûr qu'il faut augmenter les impôts, mais on a eu une augmentation des inégalités sur les 40 dernières années, Piketty et plein de gens l'ont suffisamment documenté, c'est tout à fait justifié d'imposer les patrimoines. Oui, mais les pouvoirs publics actuels sont coincés par leur suppression de l'ISF il y a quelques années. Ils sont coincés eux-mêmes. Enfin, oui, ils sont coincés eux-mêmes, oui, d'accord, mais c'est la réalité. Alors, on va donner la parole à la salle maintenant, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut nous redonner un peu de lumière et les micros sont à votre disposition. On va commencer par le bas. Oui, monsieur au centre. Voilà, très bien, monsieur. Je vais être un peu radical ou caricatural et mettre les pieds dans le plat, mais à vous écouter et à écouter nombre de débats, d'analyses, d'études, etc., enfin, à observer le monde et comment il fonctionne, une question un peu... enfin bon, je vais la poser. Est-ce que la démocratie et l'économie de marché sont vraiment deux outils avec lesquels nous allons pouvoir répondre aux urgences écologiques, et même si évidemment je n'aime pas ce mot-là et je ne le souhaite pas, mais à un moment donné, on a envie de se dire, est-ce qu'il faut pas une sorte de dictature anticapitaliste écologique et arrêter de débattre et de négocier pendant des plombes face aux urgences. Alors, attendez, je sais que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour voilà, c'est pour être très caricatural. Votre question, on prend plusieurs questions à la fois, si vous voulez bien, parce que on a peu de temps, malheureusement. J'espère qu'on va pouvoir augmenter un petit peu notre temps. Il y a, monsieur, oui, bonjour. Monsieur ici. Est-ce qu'il y a des questions en haut, s'il vous plaît? Deux questions, je rejoins les... Attendez. Est-ce qu'il y a des questions en haut? Non, il y en a... Oui, un monsieur là-bas. Donc, deux questions en bas, une question en haut. Alors, oui. Soyez bref si vous voulez. Je vais essayer. Merci. Et hier, dans une conférence sur la transition énergétique, on a vu que, bien qu'il faut faire des efforts sur le plan local, national et européen, je suis convaincu que même que l'échelon européen est très important, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une gouvernance mondiale par rapport à ces questions-là? Est-ce que c'est réaliste du fait des intérêts stratégiques des États qui se confrontent? Et seconde question, est-ce qu'il est envisageable en fait de décorréler les objectifs de l'économie et des finances, de la croissance qui sont plutôt tirés par des énergies carbonées, et plutôt les rediriger vers des objectifs de développement humain, développement durable, de sobriété, gestion des ressources, puisqu'a priori la sobriété est le premier levier pour nous permettre d'atteindre cet objectif de rester sous les 2 degrés. J'ai évoqué cette solution dans mon propos liminaire. Monsieur, ici, soyez bref s'il vous plaît, et puis une question en haut. Oui, monsieur. Bonjour, je me présente, je suis Yves Depoux, professeur d'histoire à la retraite, et je vous remercie, madame, pour votre intervention en mettant en avant le rôle de la Chine, etc., de l'Inde et du charbon. Maintenant, j'aurais une proposition à vous faire. Pour moi, la seule énergie qui peut résoudre le problème, c'est la géothermie. Mais pas la géothermie comme on l'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un forage, on envoie de l'acide et après de l'eau, et finalement, on perd tout. Je proposerais plutôt de faire 2 forages, voire 3 forages. Ça, c'est pour Total en particulier, pour les recherches. Et ensuite, avec une tubulure double, d'un côté, envoyer de l'eau à l'extérieur qui serait chauffée, du sable à l'intérieur, qui fait que ça permettrait une continuité thermique. Et donc, l'eau, de ce fait, se retrouverait à 200 degrés à 2000 mètres sous terre. 2000 mètres sous terre par rapport à un forage pétrolier, c'est que dalle. Et ensuite, on pourrait avoir, ça fonctionnerait tout le temps, le jour, la nuit, et on pourrait avoir de l'électricité. Et l'électricité en trop, on la transforme, on
on la profiterait pour stocker sous forme d'oxygène et d'hydrogène, avec des piles à combustible, ce qui permettrait de résoudre totalement le problème énergétique mondial, et en même temps, ça serait l'utilisation d'un vaccin, puisque c'est la chaleur de la Terre qui lutterait contre le réchauffement climatique. Donc c'est une belle présentation de la géothermie, merci, on retient votre question. Alors malheureusement, c'est pas comme ça aujourd'hui, il faut financer cette recherche. Absolument, on retient votre question, et la dernière en haut... Ah non, ça peut pas être la dernière, il faut qu'il y ait une femme qui pose une question. Pardon, mais attendez, il faut qu'il y ait une femme qui pose une question. Je passe, s'il vous plaît, c'est moi qui conduis oui, attendez, non, monsieur, il y avait quelqu'un, le micro... voilà. D'accord. Oui, monsieur Pierret, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot croissance. Or, devant l'ampleur des problèmes... Non, j'ai utilisé le mot croissance différente, parce que je pense que la croissance telle qu'elle est aujourd'hui ne convient pas à notre débat, à la philosophie de notre débat. Donc, il faut changer la nature, la qualité de la croissance. Si vous pouviez définir justement le mot croissance que vous avez utilisé, voilà. Merci. Il n'y a pas d'autre micro en haut. Donc, alors, la dame qui veut poser une question... Elle est là, voilà. Voilà, après vous allez répondre les uns après les autres, si vous voulez bien. Et le consommateur dans tout ça, quel est son rôle? Il doit modifier ses consommations. Alors, allons-y. Oui, pardon. Béatrice Jubelin. Oui, sur les premières questions provocatrices, hein, en disant au fond, est-ce qu'on s'en sortira avec la démocratie? Est-ce qu'au fond, une bonne petite dictature pendant quelque temps, ça ne serait pas la meilleure des solutions? Je pense que la Chine est le plus grand pays, très pollueur, mais qui va aller le plus vite, effectivement, sans doute, dans le contrôle des problèmes de pollution et de production de CO2. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui est un régime dictatorial et où tout le monde est complètement fiché. C'est-à-dire que si le citoyen ne se comporte pas comme on estime qu'il doit se comporter, il sera au coffre. Bon, ou il sera sanctionné. Je pense que à la fois la Chine est un pays très pollueur, mais aussi est un pays qui travaille énormément sur la dépollution, sur les énergies renouvelables, par exemple, avec des stratégies qui sont des stratégies de marché. On l'a vu sur les batteries. Ils ont mis la main, effectivement, sur énormément de métaux indispensables pour faire les batteries. On a le Chili qui est invité aujourd'hui, le lithium chilien. Là aussi, c'est des enjeux qui sont très importants. Mais ils l'ont fait et effectivement, les voitures électriques risquent d'être chinoises puisque c'est les seules qui soient pas chères. Donc, j'irais dans votre sens de façon assez effrayante. Oui, une dictature où on perd pas de temps à discuter et où on a un contrôle social constant va peut-être permettre d'aller vite. Est-ce que c'est ça qui doit être souhaité? Non, bien sûr. Bien sûr que non. Donc moi, je reviens à ce que j'ai essayé d'expliquer au début. C'est le choix des endroits sur lesquels il faut faire porter l'effort. Et je reprendrai le raisonnement d'Anne-Laure, faire le même raisonnement en le portant à une échelle mondiale pour qu'on aille très vite sur une décarbonation des endroits où effectivement, on alimente le plus ce dérèglement climatique, c'est-à-dire leur donner les moyens d'aller très vite dans une décarbonation. Alors, un gouvernement mondial pourrait y arriver. Très sincèrement, en ce moment, compte tenu des rapports entre la Russie, la Chine, les États-Unis et les autres, franchement, ça relève du rêve. Essayons de répondre aussi aux autres questions. Hein. Chacun va prendre une petite part de... Non, mais c'est parfait, c'est très bien. Je repartirai ma volonté de la question de monsieur sur la dictature écologique. Je pense qu'on a dans un pays comme la France ou dans une civilisation comme l'Europe d'autres outils qui s'appellent la mobilisation et l'action des citoyens. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, sur ce sujet, on a la chance d'avoir, notamment dans les jeunes générations, des jeunes qui sont pleinement engagés, qui sont prêts à faire pression. L'Assemblée générale de Total a été l'objet de manifestations. Il faut les encourager. C'est-à-dire notre génération, on doit montrer que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. L'action citoyenne, revendicative, qui est une action qui va
permettre de montrer l'écart entre le discours, les agences de com qui font les plaquettes et les sites internet et la réalité de ce que font les groupes en question ou les banques en question, ça, il faut l'encourager. Et donc ça, c'est la bonne voie, et c'est la voie qui correspond au modèle démocratique français et européen. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de passer par un vote en 2027 vers une candidate, par exemple, pour avoir, d'ailleurs c'est pas dans son programme, donc on risque rien, mais en plus le mot dictature écolo, pour moi me semble, le modèle chinois est un modèle complètement à part et nous pouvons nous inspirer d'autres pratiques démocratiques. La deuxième question portait sur une action mondiale, et c'est monsieur qui l'a posée. Il y a, vous savez, le président Chirac avait un rêve et il l'avait matérialisé avec l'idée de créer une conférence mondiale sur l'environnement, d'avoir une action un peu identique à celle de l'ONU là-dessus. Ça n'a pas pris forme. Est-ce qu'il y a un espace aujourd'hui? J'en suis pas certain. Quand on voit l'impossibilité d'aboutir à un prix du carbone, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais là on aurait pu le développer, les États n'arrivent pas à converger sur le seul moyen de basculer de l'économie d'hier à l'économie de demain. Ce serait d'avoir une valorisation mondiale du carbone. On n'y arrive pas, mais si on avait la possibilité d'aller dans ce sens-là, là on aurait une mesure radicale permettant de basculer. Dernier point, sur la place du consommateur, là aussi en France, on n'a pas cette culture du consumérisme qui est la seule manière de faire changer l'ensemble de l'industrie. C'est-à-dire le jour où vous aurez face aux grands distributeurs, face aux grands acteurs de l'économie, des consommateurs structurés, prenant la parole de manière active, on aura peut-être des éléments de pression qui fait que leur modèle économique, ils vont le changer plus rapidement que ceux qu'ils ont envie de faire. Alors, sur économie de marché et démocratie, d'abord, je ne les relierai pas. Moi, je veux bien remettre en question l'économie de marché sans remettre en question la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut remettre en question le fondement capitaliste et la priorité du profit sans remettre en question la démocratie. Au contraire. Et pour moi... vraiment, je vous rejoins complètement. Il y a une génération admirable qui délibère énormément. C'est pas tous, mais les mouvements citoyens sont extrêmement forts. Donc c'est surtout pas le moment d'éteindre ça. Je trouve que la délibération doit être justement au cœur du processus, et elle l'est. Le problème, c'est qu'on a un État qui écoute rien, en fait. Mais vous vous rendez compte, si vous mettez un État qui est encore plus dictatorial, on n'est déjà pas très loin quand même là d'un État qui est compliqué. Il y a un dialogue compliqué avec cet État, comme les retraites, comme la réforme des retraites l'a montré. Donc non, moi, alors là. Je ne suis pas politiste ni philosophe, donc je ne pourrais pas vous l'argumenter, mais il me semble que la démocratie est justement quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on se batte. Le seul point, c'est que si on a une personne qui arrive effectivement en 2027 au pouvoir ou de la dictature, mais la dictature, l'effet, c'est d'être capté par les gens qui ont un intérêt, en fait. Pourquoi un dictateur serait plus au service du bien général qu'un système démocratique? Le grand risque, c'est que ça soit capté. Et c'est exactement ce que fait l'extrême droite en ce moment. Ils nous font croire qu'ils sont populaires, qu'ils sont écolos, mais pas du tout. Ce sera récupéré par des intérêts industriels, comme ça a été fait aux États-Unis sous Trump. Donc voilà. Ensuite, sur la gouvernance mondiale, j'ai envie de vous répondre de la même façon. Sur la consommation et la gouvernance mondiale, je vais vous répondre de la même façon. En fait, gouvernance mondiale, il y a plein de choses qui sont faites. Il y a vraiment des instruments et je crois qu'on avance. On est un siècle qui a énormément avancé dans la gouvernance mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais on a encore des gros problèmes de coordination, comme vous venez de le dire. Sur la consommation, on avance. On est de plus en plus des consommateurs acteurs. On a de plus en plus d'intérêt. On montre aux producteurs. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire. Et dans les deux cas, je crois que l'important, c'est d'être aligné avec ses valeurs. D'un côté, on n'arrivera pas à coordonner tout le monde, mais si déjà la France faisait bien, on servirait de modèle, en fait. Et moi, je crois énormément qu'on peut servir de modèle et qu'on peut entraîner en faisant bien les choses, parce que tout le monde est à la recherche de solutions. Et sur la consommation, moi, j'ai résolu mon problème individuel comme ça. Ça ne sert à rien que j'arrête de manger de la viande, concrètement. Ça ne sert à rien que j'arrête de prendre l'avion, ça ne sert à rien que je fasse les efforts. Sauf moralement au sens philosophique. Moi, je veux être aligné avec mes valeurs.
Donc, je fais des efforts, des petits efforts tous les jours. Alors, j'aurais pas le même effet que d'entraînement, mais au moins, je me sentirais mieux dans ma vie quotidienne. Voilà, c'est comme ça que moi, j'ai résolu ce problème philosophique, qui est que au niveau individuel, ça sert à rien, en fait. Merci beaucoup pour cet élan de conclusion. Alors, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est la question de la géothermie, donc qui est importante. Oui. C'est un sujet qui est un sujet effectivement qui a donné lieu dans les années 80-90 à des déploiements industriels. Il y a eu notamment en banlieue parisienne quelques sites qui sont encore aujourd'hui exploités et exploitables, mais il n'y a pas eu un passage à l'échelle. Alors est-ce que ça vient du fait qu'il y aurait des industriels en France qui ne croient pas à la géothermie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a eu, là aussi, beaucoup, au fil des gouvernements, beaucoup de discours où c'était... Voilà. Mais oui, vous avez raison, c'est un vrai sujet pour demain. Parce que là, pour le coup, c'est une énergie locale, décarbonée, donc on aboutit à tous les éléments de... Bien sûr, bien sûr. Donc pour les personnes qui sont en haut, on propose de décentraliser la géothermie par des petites réalisations au lieu de faire de très grosses réalisations. Exactement. Comme il a déjà été tenté d'ailleurs en France, en Seine-et-Marne par exemple, il y a quelques années. C'était la Caisse des dépôts et consignations qui finançait ça et ça s'est avéré techniquement très difficile parce que, comme monsieur l'a expliqué tout à l'heure, les forages peuvent être corrodés, etc. Donc c'est pas toujours techniquement au point, mais c'est en effet une énorme source d'énergie, énorme, décarbonée, qui existe à plusieurs centaines de mètres sous terre. S'il n'y a pas d'autres questions très urgentes, oui madame ? Comme ça, Anne-Laure... Attendez, on va vous donner un micro. Il arrive, si vous avez une seconde. Tout en haut, là-bas. Oui, la faim se fait sentir avec un M à faim. Il est branché. Il est branché, ok. Non, je voulais juste dire, oui, soutenir les jeunes qui réagissent, mais comment on les soutient ? Parce qu'en face, ils se font quand même tirer dessus. Ils se font tirer dessus, ils se font qualifier d'éco-terroristes. Je trouve ça quand même gros. Moi qui vais toujours voter, qui dit dans ma famille, il faut aller voter, je me pose des questions. Je vais continuer à y aller. Mais je me pose des questions et je me pose des questions pour mes enfants, mes petits-enfants. Comment je les soutiens ? Moi, maintenant, j'ai peur de descendre dans la rue. Pourtant, je suis allée manifester encore pour les retraites pour les autres parce que moi, c'est bon, c'est fait. Mais la dernière, je n'y suis pas allée parce que j'avais peur pour mon intégrité physique. Alors, on fait quoi par rapport à ça ? On y va tous parce que là, il faut y aller tous. Y compris les gens qui sont confortables. On fait quoi ? Alors, on se bat pour une police républicaine, dont c'est d'ailleurs la structure fondamentale. L'éducation qui est donnée à la police est une éducation, quand on forme un policier, qui enseigne le respect des valeurs de la République. C'est l'honneur de la République et c'est l'honneur de la police que de les respecter. Le sujet, on fait quoi vis-à-vis de la violence que vous évoquez, que j'ai évoqué moi-même d'ailleurs au début dans l'introduction, la montée de la violence de tous les jours que l'on subit tous d'une manière ou d'une autre et que subissent les nations entre elles, avec en particulier ce que vous avez appelé l'autoritarisme et que je préférais appeler le populisme, car le populisme, ça consiste à créer le peuple qu'on veut pour ses desseins politiques. Donc en Slovaquie aujourd'hui, un ex-socialiste crée le peuple slovaque à sa manière pour avoir le pouvoir. C'est ça le populisme. C'est pas le peuple tel qu'il est, c'est le peuple tel que ce monsieur veut se représenter le peuple pour avoir le pouvoir politique. Et donc, ce qu'il faut, c'est, en ce qui concerne ce que vous évoquez en filigrane, madame, c'est-à-dire la police, il faut certainement beaucoup plus former les policiers, comme ils l'ont été pendant très longtemps, avec beaucoup plus d'attention aux valeurs de respect de la République, de ses fondements. Et par conséquent, il faut aller à la source de tout ça, c'est-à-dire
à l'enseignement public qui doit, dès l'enfance, dès l'adolescence, enseigner le respect des valeurs républicaines. C'est très important et ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est au gouvernement de décider. Oui, oui, non, mais j'avais bien compris qu'il s'agissait du gouvernement, mais je ne suis pas à sa place. Et donc c'est au gouvernement de décider de changer la structure, la philosophie d'action de la police de telle manière, ou d'autres forces, de telle manière que les valeurs républicaines soient au cœur de la vie publique. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas que dans la police que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas partout. Et il faut rétablir l'idée qui constitue, depuis la philosophie des Lumières, l'architecture de la démocratie française. C'est ça qui compte. Et quand on a parlé tout à l'heure de garantir la démocratie, de la défendre, il s'agissait aussi de la défendre par nous-mêmes, individuellement. Anne-Laure Delattre l'a évoqué dans sa consommation, on peut l'évoquer dans le comportement de tous les jours, le respect de l'autre, A majuscule, et le respect des valeurs qui nous unissent, notamment par les 3 mots de la République, mais aussi par beaucoup d'autres choses qu'on sent bien au fond de nous-mêmes comme étant essentielles. C'est ça qu'il faut à la démocratie. Car la démocratie théorique sur des articles de loi, c'est pas suffisant. Il faut la vivre, la démocratie, comme une valeur énorme, menacée aujourd'hui jusqu'en Europe et partout dans le monde par le populisme et l'autoritarisme. Merci beaucoup à tous et à toutes et bon appétit.